Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la route Tourangelle. On va revenir sur cette épreuve du mois de mars. On va revenir sur les tops, les flops. On fera pas un résumé de la journée parce que encore une fois la diffusion télé était assez courte. Du côté de cette route Tourangelle, par contre, on fera un premier point sur les classements du côté de la Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et plus vous cliquez vite sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant sur YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. Et ça se passe dans les commentaires. Alors déjà, petit point. Du côté de la Coupe de France, on est à la 4e manche. On n'avait pas débriefé Cholet, Pays de la Loire, malgré la belle victoire de Lucas Koubis, qui avait été vraiment pas mauvais. Mais il y a eu tellement de chutes sur le parcours de Cholet que moi, ça m'a fait sortir de la course. Alors autant de panne, je restais concentré, mais il restait que 5 km sur Cholet. Bon, on a eu des chutes quasiment sur tous les 40-50 derniers kilomètres. Je comprends pas pourquoi les organisateurs se sont pas dit on enlève 2 tours, on enlève 3 tours au circuit. Parce qu'en gros, on sait que c'est un circuit qui est très technique. Alors sur le sec, ça passe, mais c'est un parcours qui a beaucoup de lignes blanches. Et sur le mouillé, forcément, ça allait être compliqué. En plus, c'est un parcours en ville, il n'avait pas plu depuis quelques jours. Donc forcément, vous avez les fuites d'huile, les fuites de gasoil, des véhicules qui rendent la chaussée glissante. Et notamment, il y avait un rond-point où à chaque tour, il y a eu une chute sur ce rond-point-là. C'est-à-dire qu'on est passé 5 fois, 6 fois, à chaque fois qu'il y a eu une chute. Donc j'ai eu du mal, c'est-à-dire ça m'a complètement sorti de la course. Et j'ai jamais réussi à véritablement me remettre dedans. Donc j'allais pas faire un débrief d'une épreuve que je n'avais pas vraiment très bien suivie. Et je me suis dit, bon, bah, on fera pas le débrief de Cholet, on fera une vidéo de moins. Et puis, on parlera de tout ça lors de la prochaine manche de Coupe de France. On va regarder dans ce qui s'est passé du côté des coureurs au top, du côté des flops de cette manche, qui s'est finie au sprint du côté de la roue Tourangelle. Allez tout de suite, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Oui, j'ai pas fait de débrief, de résumé de cette roue Tourangelle. Déjà parce que moi j'ai vu aller 35 km de la route Tourangelle, parce que c'était en même temps que Gand, du côté des filles, donc il y avait les deux courses en même temps. Donc j'ai un peu raté le départ, pour tout vous dire, du direct télé de la route Tourangelle. Et ensuite, il s'est pas passé tant de choses que ça sur cette course. Bon, on commence tout de suite du côté des coureurs au top avec la Uno X. Démonstration de la Uno X. Aujourd'hui, ouais, démonstration parce que ils ont fait le job pendant toute la journée avec la Tudor, mais ils ont vraiment très bien couru. Et autant la Tudor s'est plantée, parce qu'il faut le dire, l'équipe s'est complètement ratée du côté de cette épreuve. Je sais pas trop ce qui s'est passé, même du côté de la Tudor. Mais autant du côté de Uno X, on a très bien géré, et notamment le final. En gros, dès qu'ils ont commencé à mettre en route, alors certes Cofidis, il y a un moment, il y a Benjamin Thomas, mais très vite, on voit que du côté de la Uno X, on va maîtriser le final, et notamment le dernier kilomètre qui est complètement maîtrisé, et on emmène à la perfection Erland Blikra. Et autant vous dire que lui, il est quand même en forme depuis le début de saison. Voilà, il avait fait même un sprint à la place de Warren Skjold du côté de Palma, du côté des courses à Palma de Majorque. Et c'est vrai que Erland Blikra, qui a fait 5e de Bruges de Panne également, en plus de 2 3e places à Palma et à Ses Salines. Il est en forme, et là sur une route Tourangelle où l'adversaire numéro 1 c'était Coquard, en gros le fait de lancer son sprint bien positionné, et véritablement Fredheim, qui a été son équipier du côté de la Uno X, a vraiment parfaitement placé Blikra. Après il n'y avait pas grand chose à faire. On l'a dit, Brian Coquard, en gros il a lancé son sprint à 150 mètres, donc il a dit dans cette situation là ça allait être compliqué de le remonter. C'est vrai que Brian Coquard a tout bien dit à l'arrivée de la course. En gros il a fait là où il lance Blikra à 150 mètres, c'est un peu tard, sauf que je pouvais pas lancer avant parce que le coureur de la Uno X faisait vraiment trop bien le travail. Et donc voilà, Blikra qui s'impose, mais je dirais que 80% du boulot a été fait par son équipe.
Et lui, il avait juste à finir le travail. Mais tout ce qui avait été fait auparavant avait été bien réalisé par l'équipe norvégienne et qui continue. Uno X, ils doivent être à 7 ou 8 victoires depuis le début de saison. Moi, je dirais. Le chiffre, ils sont à 8. Voilà, c'est leur 8e victoire. Ils ont eu déjà 2 victoires en World Tour. Et là, sinon, c'est des 2-1 ou des 1-1. On n'est pas descendu en dessous, donc ça montre là aussi le bon tempo qu'a cette formation depuis le début de saison. Ils enchaînent les résultats. Il y a eu également une 6e place de Kort à Milan-San Remo. Christophe qui a fini 4e à Gand également. Voilà, ils enchaînent quand même les bons résultats. Depuis le début de saison, le Halou-Latour, vous avez été vraiment très très bon lors de la dernière journée. Donc ça se passe extrêmement bien pour le moment pour l'équipe du Tour Soft, qui est désormais manager général depuis quelques temps du côté de la Uno X. Et on voit que le changement de vélo, je rappelle, ils étaient avec des vélos Dare, ils sont passés sur des vélos Riley. Je pense que ça a fait du bien, qu'ils n'avaient pas forcément un équipement ultra performant du côté de la Uno X. Et là, il y a un équipement qui marche beaucoup mieux. Et ça a été performant du côté de la Uno X. Donc belle victoire du côté d'Erland Blikra qui à 28 ans fait sa meilleure saison. Je pense au moins son meilleur début de saison, mais j'irais peut-être même sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison. Jusqu'à maintenant, en points Pro Cycling Stats, il en avait marqué 140 et là il est à 261 et 415 points UCI déjà de marqué par Erland Blikra. Ça va avoir son importance, notamment au niveau du classement et pour la montée World Tour, mais surtout pour être dans les meilleures équipes l'année prochaine hors World Tour et pour essayer de se qualifier directement sur les 3 grands tours et éviter d'attendre une invitation et une dérogation de la part de l'UCI. Deuxième coureur top, c'est Bryan Coquard. En gros, il tombe sur plus fort que lui aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose à faire du côté de Bryan Coquard, mais il le disait. Commotion la semaine dernière, pas forcément au top de sa forme. Donc ça aurait pu être bien moins réalisé du côté de Bryan Coquard. C'est vrai que j'avais des doutes, moi, de voir la Cofidis qui roulait très tardivement. Parce qu'en fait, avant le relais de Bryan Coquard, on n'a pas vu la Cofidis. Je me disais, c'est surprenant de ne pas voir la Cofidis à 20 bornes de l'arrivée, 30 bornes de l'arrivée. Rouler avec la Tudor. Alors je me disais ils veulent peut-être laisser faire la Tudor, peut-être qu'on s'est un peu engueulé en début de journée et qu'ils voulaient pas aider la Tudor, mais c'était assez surprenant de pas voir l'équipe française essayer de rouler parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres atouts du côté de la formation. Et c'est vrai qu'on a vu un gros relais de Benjamin Thomas dans les 5 derniers kilomètres, entre 5 et 2 km de l'arrivée, qui fait vraiment un très très gros relais, ce qui permet de revenir sur les coureurs qui étaient encore devant en échappée. Il y avait un petit groupe qui avait réussi à sortir à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis après, Bryan Coquard, il se fait un peu manger à 600 mètres. Faut savoir qu'il y a 2 virages sur la gauche du côté de la route Tourangelle. Là, cette année, il n'y avait pas un circuit d'entour. Ils ont juste fait une ligne d'arrivée, mais il y avait donc 2 virages. Et dans le premier virage, qui est le plus compliqué, qui est le plus resserré, il s'est fait un petit peu manger. Et dans le deuxième, il se retrouve à l'extérieur, donc pas forcément bien positionné. Donc ça a été un petit peu la bagarre pour prendre la roue d'Erland Blikra. Et puis après, il arrive quand même à faire son sprint, mais forcément un sprint de 150 mètres, du côté de Bryan Coquard, c'était pas possible de remonter sur le coureur norvégien. Ça fait quand même des points du côté de la Cofidis et ça c'est important pour l'équipe française. 85 points de marqués, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui avec cette 2e place de Bryan Coquard. Dommage du côté de Valentin Ferron, on n'a pas pris de points supplémentaires du côté de la Coupe de France. C'était quand même une équipe assez particulière parce qu'on avait emmené beaucoup de coureurs pour tenter des attaques, je pense notamment Valentin Ferron, je pense notamment Anthony Perez, mais qui n'ont pas réussi à être performants. Alors c'est vrai que Valentin Ferron, depuis sa victoire à la Marseillaise, il a un peu disparu, et Anthony Perez, très discret. C'est vrai qu'on a rarement aussi peu vu Anthony Perez dans les pelotons jusqu'à maintenant. Et puis Paul Ourselin, il faut qu'il s'adapte au changement d'équipe.
Mais c'est vrai que Valentin Ferron, bon, bah, sa victoire depuis, c'est le calme plat. Et Anthony Perez, bah, même déjà la dernière, c'était pas dingue hein, du côté d'Anthony Perez, mais là ça continue un petit peu. Parce que c'est vrai que je regarde Valentin Ferron, oui, il a marqué des points sur le Tour de la Provence avec une 11e place au niveau UCI et donc sa victoire au Grand Prix de la Marseillaise. Et Anthony Perez, lui, est à 3 points UCI marqués sur l'étoile de Bessèges. Donc heureusement qu'il y a eu des abandons sur l'étoile de Bessèges. Notamment grâce au classement général sur l'étoile de Bessèges, mais depuis il a été extrêmement discret. Et déjà en 2024, je regardais, les résultats n'avaient pas été dingues pour le coureur français qui est chez Cofidis depuis 2016. Hein, il a passé toute sa carrière dans la formation française et il est en fin de contrat, Anthony Perez. On poursuit avec une dernière équipe top, Arkea. Oui, plutôt une bonne journée du côté de la Arkea parce qu'on arrive à prendre la 4e et la 5e place. Là, on a très clairement couru pour les points UCI. Hein. Voilà, on n'a pas fait de train à la fois pour Venturini, à la fois pour Jente Biermans. Les deux ont sprinté chacun de leur côté. L'objectif était de marquer le maximum de points et je dirais que le contrat est rempli avec 110 points marqués. En gros, c'est quasiment le même résultat que s'il s'était imposé du côté de cette épreuve. Alors dommage de ne pas avoir été en mesure d'aller chercher Gerben Tyson, mais c'est vrai que Jente Biermans finit très fort sur la fin, mais il a lancé un peu tardivement, tout simplement, Jente Biermans. Il revient très très fort. Donc dommage, voilà. Mais sinon, le contrat est rempli du côté d'Arkea. L'idée était de marquer des points. Ils ont marqué des gros points aujourd'hui. Donc voilà, avec ces 110 points de marqués sur cette épreuve de Coupe de France. Est-ce qu'il y a même des coureurs derrière qui ont réussi à attraper des points Non, il n'y avait que ces deux coureurs-là qui ont marqué des points. Nicolas Milesi ne devait pas y être loin avec une 32e place. Mais de toute manière, non, parce que je dis une bêtise, c'est les 25 premiers qui gagnent des points. Donc ouais. Non, il ne pouvait pas faire plus. Par contre, Wagner Bazin marquait des points supplémentaires avec avec Henri-François Renard-Aquin, parce que c'est quand même une équipe qui, pour le moment, a du mal à marquer des points. Mais là, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Donc, bonne journée. Voilà, du côté de la Arkea, on arrive à marquer des points. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, 4 bonnets d'âne. Je commence avec Jason Tesson. C'est quand même un coureur qui tombe beaucoup hein, ces derniers temps. Jason Tesson, là encore une chute. Alors il est reparti, il a fini la course, hein, contrairement à ce que disait Eurosport. Il n'a pas abandonné, il a fini. Mais forcément extrêmement loin et ça coûte à Total Energy parce que c'est Florian Dauphin qui a fait le sprint. Ce qui n'était pas vraiment prévu au départ. Et on sait que Jason Tesson était capable aujourd'hui de rentrer dans le top 5. Même s'il y avait une plus grosse densité dans ce sprint hein, que l'an dernier. Mais oui, c'est dommage du côté de Jason Tesson, parce que quand on regarde pour le moment ce qu'il a fait chez Total Energy, il est plus souvent à terre que sur son vélo. Alors vous savez que c'est un coureur dont j'avais beaucoup parlé à l'époque où il était chez Saint-Michel, Aubert 93, où je disais très régulièrement... qu'il fallait qu'il monte en deuxième division, que pour moi il arriverait à être performant en deuxième division, qu'il arriverait à être efficace. Je me suis planté du côté de Jason Tesson parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques belles victoires du côté du coureur français, mais alors le nombre de fois où il s'est retrouvé au sol, c'est quand même triste. Je pense qu'il y a un coureur qui a du mal à avoir de la confiance et j'ai même été surpris qu'il soit renouvelé chez Total Energy parce que je me disais que ils allaient peut-être le laisser tomber et qu'il allait redescendre en Continental. Mais là, il tombe encore et puis là en plus une belle chute hein, du côté de Jason Tesson. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est vraiment une grosse chute. Je pense que c'était même limite peut-être avec un protocole commotion, mais il est reparti. Mais après, forcément, ça change ta course complètement. Parce que Florian Dauphin, c'est pas un pur sprinter, donc forcément ça te met en difficulté. Mais dommage du côté du coureur français, parce que on sait que c'est un coureur qui est capable d'avoir des résultats. Bon, il avait été bon sur Bruges de Panne, mais également sur la Corsair classique, je crois, hein, me rappeler. Et là, ça fait encore un résultat moyen. Et il avait déjà abandonné... sur la semaine internationale Coppi et Bartali.
Là aussi, un début de saison extrêmement discret pour lui, qui a un contrat encore de 2 ans, parce que c'est vrai que je me disais en 2024 qu'ils n'allaient pas le renouveler. Bon, il l'a encore renouvelé 2 ans du côté de Jason Tesson, mais c'est vrai qu'il est plus souvent à terre que sur son vélo, et c'est dommage, parce que c'est un coureur qui était très prometteur chez Saint-Michel, qui a du mal un petit peu à passer à la vitesse supérieure, coureur qui a été stagiaire chez Rally Cycling en 2020. Bon, c'était pas la meilleure période pour être stagiaire, l'année Covid, mais voilà, il s'était retrouvé stagiaire chez Rally Cycling, où il avait pris notamment, il avait fini à 6e des championnats d'Europe à l'époque, quand il était chez Rally Cycling, donc en espoir, et puis il avait été 4e de Paris Tour Espoir également en 2020. Mais il avait très peu couru, hein. C'est vrai que ça fait partie des coureurs qui ont été pas mal gênés au moment de la Covid, tout simplement, parce qu'ils sont arrivés espoir un petit peu au mauvais moment, mais bon, je me rappelle des 2 saisons qu'il a fait chez Saint-Michel, où c'était vraiment des très bonnes saisons, avec vraiment des très très bons résultats, et surtout sur ces manches françaises, où l'arrivée a été efficace et a été très régulier, et depuis, il a un peu enchaîné les chutes. Et c'est vrai qu'il a un peu disparu, tout simplement. C'est un petit peu dommageable, voilà, du côté de Jason Tesson, donc j'aimerais le revoir à un meilleur niveau. Yuri Letao, là aussi un petit peu dommageable pour le coureur portugais, mais on parlait de Valentin Ferron, qui a été bon, et puis qui depuis a un petit peu disparu. C'est un peu pareil pour Letao, qui a abandonné. Moi, la dernière fois que je l'avais vu, c'était, oui, à Cholet. C'est à Cholet où je crois qu'il s'en est pris une bonne, Letao. Je crois dans la fameuse chute du rond-point. Je crois qu'il fait partie de la chute de rond-point, mais c'est vrai que lui qui avait fait un très bon début de saison, notamment au moment à Palma, aussi à Classica de Almeria, parce qu'il avait fait 9e, mais avant il était au championnat d'Europe de cyclisme sur piste. Depuis, c'est plus compliqué, transparent autour de l'Algarve, transparent également. Il a pris une 13e place du côté de Paris-Nice. Là aussi, saison... c'est vrai que leur invitation à Paris-Nice un petit peu tardivement, ça a peut-être modifié le programme qui était prévu au départ du côté de Yuri Letao, et puis peut-être un petit peu de fatigue, parce que c'est vrai qu'il a enchaîné les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. L'an dernier, il y avait eu également les Jeux Olympiques, donc c'est vrai qu'en 7-8 mois de temps, il a enchaîné beaucoup de compétitions, à la fois sur route et à la fois sur la piste. Et au bout d'un moment, ça lui a peut-être coûté de l'énergie aux coureurs portugais. Tiens, en parlant du cyclisme sur piste, puis là, ça fait 2 abandons coup sur coup, 3 abandons même coup sur coup pour Yuri Letao. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, mais la Ligue des champions de cyclisme sur piste s'arrête. Normalement, il y avait un contrat jusqu'en 2028, mais en gros, l'UCI et Discovery ont décidé d'arrêter là. Après, j'avais dit à plusieurs reprises quand j'avais fait quelques débris de cette compétition, c'est que pour moi, ça n'apportait pas grand-chose du côté du cyclisme sur piste. Et les problèmes d'une Coupe du Monde de cyclisme sur piste n'étaient pas réglés par ce format qui devait être plus dynamique, plus télégénique, sauf que ce n'était pas le cas. Et puis en plus, on avait quand même du mal à attirer les stars. Donc on revient à la Coupe du Monde UCI. L'Union cycliste internationale et Discovery essayeront de mettre plus en avant cette compétition, mais on se retrouve seulement avec 3 rendez-vous. Ça, c'est un petit peu dommageable pour l'an prochain. On aurait aimé avoir un peu plus de rendez-vous, parce que c'est vrai que le cyclisme sur piste aujourd'hui, c'est quand même une épreuve qui a du mal à attirer. Je pense qu'il faudrait changer le format, peut-être créer des rendez-vous un petit peu différents. Pourquoi pas avoir des compétitions un peu plus dans l'année, mais avoir des compétitions, des sortes de décathlon du cyclisme sur piste, avoir des épreuves à la fois de sprint et d'endurance, et avoir des classements combinés. Il y aura peut-être des choses intéressantes à faire, peut-être également avoir des équipes de marque plutôt que des équipes de nations sur certaines épreuves, pour essayer d'avoir des passerelles entre le cyclisme sur route et le cyclisme sur piste. Ce qu'on a eu à une époque, la Rabobank, Cofidis notamment, la Groupama mettait de l'argent du côté du cyclisme sur piste, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre. On a bien réussi à redresser la barre du côté du VTT. Le BMX, ça marche plutôt pas mal. Le cyclisme sur piste aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué
du côté de cette discipline. Troisième coureur équipe flop, Emmanuel Morin. Ouais, c'est vrai que je trouve que son résultat est un peu dommageable aujourd'hui. Il n'a pas existé sur le sprint et c'est vrai que je trouve ça un peu triste du côté d'Emmanuel Morin parce que quand il est arrivé du côté des équipes de Continental, au départ dans l'équipe Unant Atlantique, je me souviens qu'il avait été vraiment pas mauvais chez Unant Atlantique. Il avait vraiment eu des résultats pas mal sur les Coupes de France et j'avais même été un petit peu attristé parce que pardon, j'ai eu un rototo là. Il n'avait jamais réussi à avoir un petit peu la victoire sur une épreuve de Coupe de France, alors que parfois c'était vraiment pas passé loin. Je me souviens notamment à Cholet, je me souviens également à Vitré où il était vraiment pas passé loin. Il y avait eu quelques erreurs stratégiques du côté d'Emmanuel Morin et pour moi, bon, il n'avait pas le niveau World Tour, mais je me disais en continental et notamment sur ces manches de Coupe de France, ça peut être un coureur très intéressant. Et puis il a quitté CIC Unant Atlantique, il a rejoint Van Rysel, mais il a un peu disparu sur ces manches de Coupe de France. Alors il arrive encore à être performant sur des 1.2, mais c'est vrai que sur les 1.1 notamment, et les quelques manches Pro Series du côté de Van Rysel Roubaix, c'est un coureur qui a disparu et c'est bien dommageable parce qu'un sprinter très puissant, c'est vraiment un coureur puissant, Emmanuel Morin, qui n'était pas forcément un coureur extrêmement prometteur chez les jeunes, mais qui avait eu la chance de faire un très bon tour de l'avenir, ce qui lui avait permis d'avoir un contrat chez les professionnels chez Cofidis, sauf que le niveau World Tour s'était un peu élevé pour lui. Et je me disais, bon, bah, en Continental, chez U, ça s'était bien placé. Chez Van Rysel, on sait, c'est une équipe qui sait emmener les sprints. Van Rysel, qui a souvent eu des bons coureurs, des bons sprinters. Mais là, ça se passe pas si bien que ça pour le coureur français. Donc voilà, un petit peu dommageable. Et puis en plus, il est arrivé chez Van Rysel avec une équipe qui a désormais un peu plus de moyens que quand c'était Roubaix-Lille Métropole, où parfois c'était un petit peu limite. Donc dommage, voilà pour le coureur français. Et puis je termine avec la Tudor. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de la Tudor. Ils ont énormément roulé pendant toute la journée. Donc je me disais, bon bah ça doit être que Dainese a montré qu'il était en forme et que Dainese a dû leur donner vraiment des assurances. Voilà, pour être performant comme ça et pour rouler autant dans le final de la course. Sauf qu'au final, Dainese, il a dû se faire avoir dans les derniers kilomètres parce qu'il finit à 45 secondes. Donc il a complètement disparu. Et eux qui ont énormément roulé jusqu'à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, c'était vraiment la Tudor qui a imposé le tempo. Au final, ils ont mis beaucoup d'énergie pour pas grand-chose parce que à la fin, ils ont complètement disparu. Alors il y a quand même une bonne nouvelle pour eux aujourd'hui, c'est leur participation sur le Tour de France. Mais c'est vrai que du côté des sprinters, pour le moment, à la Tudor, ça se passe pas si bien que ça et je pense notamment à Dainese qui a été recruté l'an dernier mais qui pour le moment n'a pas forcément eu d'excellents résultats sur les 2 dernières années par rapport à ce qu'il était capable de faire chez DSM. Là son début de saison est loin d'être exceptionnel, hein. Il y a une 7e place à la Classica d'Almeria, il y a eu une 3e place du côté du Perrin en Yvelines à Paris-Nice, mais c'est pas suffisant. Voilà, quand on a une équipe qui est plutôt solide autour de soi, il faut réussir à avoir plus de résultats du côté de Dainese qui est en fin de contrat avec la Tudor. Donc là aussi, ça serait bien de retrouver des résultats pour le coureur italien qui a souvent en plus bien marché en France. Je me souviens notamment l'an dernier aux régions Pays de la Loire Tour. C'est peut-être le seul moment de l'année où m'avait vraiment impressionné, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a complètement disparu. Et puis de toute manière, ses équipiers sont au-delà de la 80e place, donc de toute manière, il aurait dû se débrouiller seul dans le final. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé pour l'équipe Tudor, qui était bien en place à 20 bornes de l'arrivée, mais qui a complètement disparu dans le final de la course. Allez, on termine tout de suite avec les différents classements de la Coupe de France. Pour finir cette vidéo, après cette 4e manche de la Coupe de France, on va revenir un petit peu sur les différents classements, où on en est pour le moment, notamment du côté du classement individuel, mais du classement jeune, du classement par équipe, du classement également du côté des sprints. Eh bien, on commence tout de suite avec le classement général. Donc, vous voyez tous les classements sur la droite de l'écran, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est les classements en bleu foncé, voilà, tout simplement.
Donc oui, ils sont à droite. Eh bien, Erlen Blikra, donc à égalité de points avec Valentin Ferron, Kubis, Brennan. On a eu 4 vainqueurs différents. Galvan, lui, se retrouve également en tête de ce classement avec 70 points, mais sans avoir remporté une course. Et puis on retrouve Brian Cocard et Benjamin Thomas, voilà, dans ce classement. Bon, ouais, pour le moment, c'est assez serré. Du côté du classement général jeune, c'est Darder Gary de la Cara Rural qui est en tête avec 80 points, juste devant Paul Sexas. On retrouve ensuite Edvardsen Fradheim du côté de la Uno X à égalité avec Kopechki de la Novo Nordisk et Brennan du côté de la Visma. Du côté du classement de meilleurs grimpeurs, eh bien, nous n'avons pas encore eu d'épreuve, donc il n'y a pas de points. Parce que le classement général meilleur sprinter pour le moment c'est Blikra à égalité avec Kubis et Brennan, parce que c'est la nouveauté de cette année 2024, 2025, c'est qu'il y a un classement grimpeur et un classement sprinter. Donc pour l'instant je crois qu'il n'y a que Valentin Ferron qui doit être dans l'autre classement. Et puis du côté des équipes, eh bien c'est Unibet qui est en tête pour le moment et devant la Cofidis, Arkea, la Groupama. Saint-Michel et Préférence Homobert 93 est la première équipe de 3e division devant Decathlon, Total, Van Rysel, CIC et Nice qui ferme la marche du côté de ce classement par équipe. Prochaine manche de Coupe de France, ça sera la route Adélie de Vitré. Ça sera vendredi, si je ne me trompe pas, du côté de cette prochaine course. Si on l'a ici, avec le calendrier de la saison de Coupe de France. Voilà, ça sera le 4 avril pour la route Adélie de Vitré, pour la 5e manche de la Coupe de France, avant le week-end où on aura Besançon, Jura, Doubs, où ça s'enchaînera. Et puis il y aura également cette semaine en mai, en début de Giro, on aura les épreuves en Bretagne qui seront toutes rassemblées sur un même week-end. Donc voilà, ça sera intéressant à suivre à ce moment-là. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!